Ce soir, à 48 heures de retour au Parlement sur fond de coronavirus, le Québec entre officiellement dans la deuxième vague de la pandémie. Une rentrée parlementaire à Ottawa qui sera tout sauf normale. On discute du contexte avec nos experts Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Et quelle sera la stratégie des partis à l'égard du discours du trône de mercredi? On pose la question à notre panel de stratèges. Bonsoir, M. Bégin qui vous souhaite la bienvenue à l'antenne de CEPAC. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'essentiel alors que le Parlement canadien reprend vie cette semaine avec la présentation du discours du trône de ce mercredi. C'est un retour aux communes qui survient bien sûr sur fond de pandémie. Le Québec est d'ailleurs officiellement entré aujourd'hui dans une deuxième vague de la COVID-19. La Direction de la santé publique a fait état de 586 nouveaux cas confirmé. C'est un sommet depuis le mois de mai. Le Québec rapporte aussi 2 décès de plus et 10 nouvelles hospitalisations. Déjà dimanche, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonçait que les régions de Montréal, de Chaudière-Appalaches ainsi qu'une portion de la région de la Capitale-Nationale passaient au niveau d'alerte orange. Le docteur Horacio Arruda prévient que si les comportements individuels ne s'améliorent pas, ces régions pourraient... Je dois vous dire qu'avec les chiffres de encore très la situation à tel point que je considère que maintenant, on est peut-être partout au Québec, particulièrement dans les zones oranges, mais je tiens à vous dire que les zones peuvent facilement et aux zones oranges, on ne met pas en place les mesures. Il y a du virus partout au Québec actuellement. Et je pense que c'est très important. COVID ou pas, on va assister mercredi au coup d'envoi de la deuxième session de la 43e législature du Parlement canadien à l'occasion de la présentation du discours du trône à Ottawa. Ce sera l'occasion pour le premier ministre Justin Trudeau de tenter de donner un nouveau souffle à son gouvernement minoritaire. Il exposera ses grandes priorités et surtout, ce sera pour lui l'occasion d'expliquer aux Canadiens comment il entend affronter la pandémie de coronavirus dans les prochaines semaines et les prochains mois, alors qu'il y a encore, on le sait, beaucoup d'inquiétudes au sein de la population canadienne. Je vous mentionne que CEPAC vous prépare une couverture spéciale complète du discours du trône ce mercredi, donc 23 septembre. Pour l'occasion, je serai en direct dès 12h30 en compagnie d'experts et d'analystes. Mon collègue Peter Van Dusen vous accompagnera par la suite jusqu'au discours du trône, donc qui est prévu aux alentours de 14h. Alors, pour tout savoir de ce discours du trône, je vous donne rendez-vous ce mercredi à l'antenne de CEPAC. Cette nouvelle session parlementaire s'annonce unique alors que la pandémie de coronavirus continue de chambouler presque toutes les habitudes à Ottawa. À preuve, 2 chefs de parti, le conservateur Erin O'Toole et le bloquiste Yves-François Blanchet, se trouvent en isolement après avoir contracté la COVID-19. Les parlementaires, quant à eux, vont siéger selon une formule hybride. Certains le feront à distance, d'autres seront ici en personne à Ottawa. Alors, j'analyse cette rentrée qui sera tout sauf normale avec nos universitaires Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Alors, bonjour à vous deux. Un mot pour vous dire que je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Merci d'être avec nous encore cette année. Bonjour. Bonjour, merci. Je vais commencer avec Geneviève. Jusqu'à quel point, Geneviève, elle s'annonce inédite, cette rentrée parlementaire à Ottawa cette semaine, selon vous? Ah oui, totalement inédite. On ne sait vraiment pas quels vont être les sujets qui vont dominer les échanges, puis on ne sait pas parce qu'on ne sait pas comment le virus, la COVID va progresser. Mm-hmm. On ne connaît pas les intentions des partis politiques pour l'instant. On va le savoir un peu plus après le discours du trône. On ne sait pas non plus comment le vote va se dérouler. Alors, c'est tout sauf le connu. Là, on est vraiment en territoire inconnu, ce qui va être très intéressant aussi. Mais en même temps, beaucoup de questions qui restent, qu'on se pose en ce moment, là, à savoir où on s'en va. Oui, il faut dire aussi que la dernière fois qu'on a eu à composer au Canada avec une pandémie et autant d'incertitudes économiques, c'était en 1917 lors de l'épidémie de grippe espagnole. Daniel, donc on peut dire que le contexte évidemment est exceptionnel. Comment décriveriez-vous la nouvelle dynamique qui s'installe à Ottawa cette semaine? Ben écoutez, on a un nouveau chef déjà du parti conservateur, ce qui est quand même important. Bon, là, il y a la COVID. Mm-hmm. Alors, il sera évidemment pas là en personne durant la lecture du discours du trône. Mais certainement, ça va peut-être
changer la dynamique. En tout cas, c'est un changement significatif. On a aussi, je pense, une progression si on regarde les chiffres pour ce qui est de la COVID, ça empire. Dans certaines provinces comme le Québec et l'Ontario, la situation se dégrade. Alors là, ça exacerbe l'incertitude qu'on connaît déjà, dont Geneviève a parlé. Et je pense que ça pourrait encore changer même au cours des prochains jours avant même le discours lui-même. Et ça s'ajoute à l'incertitude qui provient de la nature d'un Parlement minoritaire, d'un gouvernement minoritaire. Donc, vous ajoutez des couches d'incertitude. Il y a l'incertitude COVID, une pandémie extraordinaire avec le ralentissement économique lié à la pandémie. On a une situation de gouvernement minoritaire. Et là, on a aussi un nouveau chef du Parti conservateur au niveau fédéral. Donc, on va voir comment il va se débrouiller, comment il va commencer son travail à la Chambre des communes en tant que chef du Parti conservateur. Donc, ça va être très excitant comme rentrée parlementaire parce que il y a beaucoup de choses évidemment sur l'agenda, sur le plan législatif, sur le plan des politiques d'urgence, mais aussi d'enjeux à long terme concernant le financement de la santé ou l'environnement. Donc, il faut s'attendre à vraiment une session exceptionnelle. Oui, pour revenir au discours du trône comme tel de ce mercredi, Geneviève, on s'attend évidemment à un exercice d'équilibre entre COVID et relance économique dans un contexte de déficit record au Canada, il faut le dire, c'est plus de 300 milliards de dollars. C'est historique. Jusqu'à quel point c'est un immense exercice d'équilibre pour le gouvernement de Justin Trudeau? C'est un immense exercice et en plus, c'est un exercice changeant. Puis Daniel l'a mentionné tantôt un peu. Ça évolue, je vous dirais, de jour en jour. Alors, il y a 3 semaines, quand on parlait du discours du trône, on disait le gouvernement va nous présenter ses grandes orientations pour les prochaines années. On va parler d'environnement. Il y a à peu près 1 semaine ou 2, on disait non, on va plus mettre l'accent sur l'économie, puis peut-être changer les programmes existants comme l'assurance-emploi. Puis maintenant, depuis ces derniers jours, on parle juste de comment on va faire face à la crise. Alors, il y a des entreprises qui vont peut-être fermer leurs portes. Je dis peut-être, mais ça va être sûrement fermer leurs portes. Des gens qui vont perdre ou reperdre leur emploi. Et donc, comment est-ce qu'on répond à ces demandes-là? En plus, il y a un autre joueur qui s'est manifesté, qui normalement n'est pas là lors du discours du trône, ce sont les provinces. Alors, les provinces aussi sont très, très, très actives et demandent des comptes de la part du gouvernement, veulent de l'argent. Et ça vient amplifier le débat, la complexité. Alors, je pense qu'en général, le discours du trône, ce qu'on va regarder, nous, cette semaine, j'ai l'impression, c'est comment est-ce qu'on rassure tout le monde dans ça. Alors, il y a beaucoup de gens à rassurer, puis qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire pour rassurer le plus grand nombre possible de monde. Daniel, Geneviève vient de parler des demandes des provinces, entre autres 28 milliards de plus en paiement de transfert annuellement. C'est quand même un gros morceau. Est-ce qu'il y a des incontournables, selon vous, dans ce discours du trône? Oui, je pense que la santé, justement, c'est un incontournable, pas seulement en raison des demandes des provinces. Les provinces demandent toujours plus d'argent, mais je pense que la COVID, c'est quand même un enjeu de santé publique qui affecte le système de santé. On a non seulement le financement de la santé en général, mais la question des soins de longue durée pour les personnes âgées. On a vu beaucoup de gens qui sont décédés dans les CHSLD et d'autres institutions de ce genre là, à travers le pays. Donc, on est dans une situation vraiment où on découvre, ou en tout cas, ça nous rappelle des problèmes importants. Donc, santé, ça c'est majeur. Toute la question de l'emploi, évidemment, aussi. Donc, l'assurance-emploi, on a déjà annoncé des mesures temporaires, mais est-ce qu'on va essayer d'en faire davantage? Donc, emploi et santé, je dirais que c'est les 2 enjeux les plus importants. Maintenant, quant au vote sur le discours du trône, Geneviève, il n'y a pas beaucoup de gens pour penser que le gouvernement va tomber au terme de ce discours-là. Personne ne pense qu'on va aller en élection cet automne. Est-ce que c'est la lecture que vous faites également? Oui, c'est la lecture que je fais. Alors, je m'attends à ce que les conservateurs votent contre. Je serais très surprise qu'ils votent pas contre. C'est leur devoir. Alors, ils sont à l'opposition officielle et ils sont pas pour dire tout va bien. Alors oui, ils vont voter contre. Alors, on veut savoir quel est le parti autre, le Bloc québécois, le NPD, qui vont appuyer le discours du gouvernement. Personnellement, je pencherais peut-être plus sur le Bloc parce que si on parle de santé puis de soins de longue durée, c'est des revendications du Québec. Donc, le Bloc pourrait dire oui, ça a répondu au minimum et ça se fera. Je pense que le NPD est gourmand. J'ai pas l'impression que le NPD va aller en élection. Par contre, mais
la liste de demandes en temps de pandémie où déjà les finances publiques vont assez mal et que le parti veut un programme ambitieux, dépenses, l'assurance médicaments, l'environnement, enfin plein d'autres choses, les logements sociaux. Ça, c'est un peu moins sûr comment le NPD va voter. Peut-être qu'ils vont décider de s'abstenir aussi. Mais oui, effectivement, on n'ira pas en élection. Je serais très surprise que ça déclenche les élections, ce discours-là. Est-ce que c'est la même lecture que vous faitt, Daniel? Oui, je pense que les élections, on en parle de moins en moins, en partie à cause de la situation sur le terrain avec la COVID. Il va y avoir des élections aussi en Saskatchewan le 26 octobre. Et là, on parle aussi d'une possibilité d'élection en Colombie-Britannique. Et donc, ça aussi, ça affecte les différents calculs politiques des partis. Je suis d'accord avec Geneviève concernant le Bloc et le NPD. Probablement un ou l'autre vont probablement décider de soutenir le gouvernement, à moins que tous les partis d'opposition s'abstiennent. Et là, il y a seulement les libéraux qui vont voter pour. Ça serait une situation un peu cocasse. Mais on ne sait jamais parce que l'année 2020 est tellement extraordinaire que tout peut se produire. Bon, j'aimerais revenir maintenant sur les dernières semaines, les derniers mois. Ça a été particulièrement intense, c'est le moins qu'on puisse dire, pour le gouvernement Trudeau, qui a eu d'abord à gérer la crise de la COVID-19 et ensuite adopter des plans d'aide, des mesures d'aide pour les Canadiens en toute urgence. Par la suite, Justin Trudeau, quand même, a été placé sur la défensive au cours de l'été à cause de l'affaire We Charity. Geneviève, jusqu'à quel point Justin Trudeau entre dans cette nouvelle session affaibli? Oui, il entre affaibli. Autant Justin Trudeau, en 2015, était le sauveur du Parti libéral, autant j'ai l'impression que maintenant, Justin Trudeau est plus un poids pour le Parti libéral. Maintenant, il a pris des bonnes décisions, je parle politiquement en parlant, là, il a pris des bonnes décisions ces derniers temps. Je pense que la nomination de Chrystia Freeland comme ministre des Finances, ça l'a atténué beaucoup de critiques. Donc, Bill Montano est parti, nouveau ministre des Finances. Ça aussi, on va attendre ça avec attention cette semaine dans le discours du trône, voir un peu la main de Mme Freeland, puis la mainmise la politique économique. Mm-hmm. Mais effectivement, enfin, M. Trudeau, ce qu'il sauve en ce moment, c'est que c'est la crise qui repart. Alors, encore là, en période de crise, on se resserre les coudes, puis on dit on va mettre la politique de côté, puis on va aller au plus pressé. Mais ça n'a pas été un bon été, alors que les libéraux surfaient avec des très hauts taux de popularité juste avant. Mais l'affaire We Charity, et soyez assurés qu'on va en reparler en Chambre cette semaine et l'opposition va revenir sur cette question-là. Oui, ça risque de dominer encore les discussions. Daniel, on se rappelle qu'à la dernière élection, en 2019, les conservateurs avaient remporté le vote populaire. Évidemment, ils ont maintenant un nouveau chef, Erin O'Toole, qui a été élu au cours du mois d'août. Quel va être l'impact de l'arrivée de M. O'Toole sur les conservateurs? Est-ce que ça pourrait donner un regain aux conservateurs, aux troupes conservatrices? Oui, je pense que le parti est uni derrière le nouveau chef. C'est quand même quelqu'un qui a aussi du soutien à travers le pays. Il y a eu pas mal de soutien en Alberta. Jason Kenney l'a soutenu durant la campagne, mais aussi au Québec. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui est dans une bonne position, certainement meilleur qu'Andrew Scheer, mais les défis à relever sur le plan électoral sont énormes au Québec, dans les provinces de l'Atlantique, et vraiment essayer de remporter la prochaine élection, remporter plus de sièges dans la grande région de Toronto. Ça, c'est vital pour les conservateurs, et aussi plus de sièges au Québec et peut-être dans les provinces de l'Atlantique. Je pense que Erin O'Toole est dans une meilleure position de faire ça que l'était Andrew Scheer, mais ça reste quand même très difficile. Et il y a l'incertitude énorme qui plane concernant la COVID. Et déjà, Erin O'Toole a changé une politique quand même du parti concernant l'équilibre budgétaire, a dit que s'il devenait premier ministre, ça prendrait peut-être jusqu'à 10 ans avant qu'il équilibre le budget. Donc, il s'est adapté un peu au nouveau climat post-COVID, où équilibrer le budget à tout prix n'est pas une priorité maintenant pour aucun des grands partis fédéraux. Il reste moins d'une minute, donc vous avez 30 secondes chacun. Je veux savoir, sur le discours du trône, évidemment, on s'attend à une panoplie de mesures, relance économique, transfert en santé, réforme de l'assurance-emploi, logement social, de l'aide aux aînés, des places en garderie, davantage. Geneviève, rapidement, qu'est-ce que vous allez surveiller en particulier mercredi, en quelques secondes? L'aide économique, c'est surtout le rôle du gouvernement fédéral. Oui, pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Les entreprises sont très inquiètes. Alors, on fait quoi, par exemple, avec Air Canada, le secteur de l'aéronautique? Qu'est-ce qu'on fait un peu à plus long terme? Alors, beaucoup d'entreprises vont être en difficulté, puis je vais regarder un peu s'il y a des mesures spécifiquement pour le monde des affaires. Daniel, en 20 secondes, qu'est-ce que vous allez surveiller mercredi?
La santé, qu'est-ce qu'on va dire au sujet de l'assurance médicaments, surtout des soins à longue durée et du financement de la santé pour les provinces? Ça va être vague parce que un discours du trône, c'est toujours vague. Il n'y a pas de chiffres normalement ou de chiffres très spécifiques. Mais je m'attends à ce qu'on en dise pas mal sur la santé. Je veux voir ce qu'on va dire exactement. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On vous retrouvera donc à chaque lundi au cours de cette session parlementaire. Merci. Merci. Bye-bye, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Est-ce que les libéraux de Justin Trudeau vont tendre la main au parti d'opposition dans son discours du trône pour éviter, évidemment, d'être renversé? Qu'est-ce qu'il devra inclure dans ce discours du trône pour plaire à l'opposition? Le premier ministre Trudeau a parlé aux différents chefs de parti la semaine dernière qui ont pu lui présenter leur liste d'épicerie et quelle sera leur stratégie par la suite. Alors, pour tenter de comprendre ce qui s'en vient, on a réuni des stratèges identifiés aux différentes formations politiques aux communes. Pour les libéraux, Sheila Copps, ancienne ministre et vice-première ministre. Pour les conservateurs, Marc-André Leclerc, ancien chef de cabinet d'Andrew Scheer. Pour le Bloc québécois, Richard Nadeau, ancien député du Bloc. Et pour le NPD, Farouk Karim, un ancien porte-parole, ancien attaché de presse du NPD. Alors, bonjour à vous quatre. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Alors, Sheila, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que le gouvernement Trudeau pourrait faire pour montrer, en fait, qu'il fait des concessions aux autres formations politiques à Ottawa? Bien, ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous avez entendu aujourd'hui le NPD en Colombie-Britannique a déclenché une élection. 28 octobre. À Nouveau-Brunswick vient juste de gagner une élection. M. Trudeau ne veut pas vouloir une élection, mais c'est sûr que si une élection se présente, c'est pas mauvais pour les libéraux. Alors, c'est un peu une danse de, oui, donner les concessions, mais pas donner trop, parce que s'il est renversé par, entre autres, les néo-démocrates, je pense que ça peut être bon pour les libéraux. Marc-André, le chef Erin O'Toole, premièrement, est en isolement. On a appris la semaine dernière qu'il avait contracté la COVID-19. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la stratégie d'avoir un chef comme ça qui est en isolement? Oui, je pense que ça change un peu pour les conservateurs. Ça change un peu l'ardeur. Hein? Les conservateurs, on voyait dans les dernières semaines, voulaient revenir au Parlement, siéger, avoir un horaire normal avec des votes physiques en chambre. C'est sûr que quand le chef n'est pas là, bien, c'est sûr que faut revoir un petit peu la stratégie. J'imagine que le leader parlementaire, Gérard Deltel, dans ses négociations avec les autres partis, c'est sûr qu'il faut qu'il reflète le fait que son chef ne sera pas là. Et c'est malheureusement pour M. O'Toole une occasion manquée. Il va manquer la journée de mercredi, toujours en isolement après le test positif. Donc, c'est sûr que ça change un peu la donne pour les conservateurs. C'est sûr que tu es moins... Quand ton chef n'est pas là, quand le commandant n'est pas là, c'est sûr qu'ils ont des bons lieutenants, mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, c'est plus difficile un peu et ça part un petit peu moins bien pour M. O'Toole. Ça part plus carré. Oui, effectivement. Pour une rentrée parlementaire. Richard Nadeau, c'est la même chose pour le Bloc québécois et François Blanchette est également en isolement. On a appris aussi la semaine dernière qu'il avait contracté la COVID. M. Blanchette qui a été particulièrement d'attaque cet été. Il a menacé à quelques reprises de faire tomber le gouvernement. Qu'est-ce que ça change dans les plans du Bloc que le chef se retrouve en isolement au début de cette rentrée parlementaire? Ben, écoutez, dans le grand portrait, ce qui est important de savoir, c'est que le Bloc ne tient pas absolument et totalement à ce que le gouvernement tombe. Ce qui est important, c'est que dans le discours du trône qu'on entendra cette semaine, c'est de s'assurer que, de la part de M. Trudeau, que lui ne veuille pas se faire tomber et que pour que cela se fasse, il devra répondre à un consensus de l'ensemble des provinces sur la question, par exemple, des transferts en santé. Oui. Il va falloir que le contenu du discours du trône ne soit pas un objet dans lequel les libéraux vont se retrouver seuls. Et je présume que les libéraux veulent maintenir le pouvoir. Ils veulent étirer l'élastique, ne serait-ce jusqu'au prochain budget au mois de mars. Donc, pour le Bloc, c'est de s'assurer que le Parlement fonctionne, que l'on respecte les aménagements de la santé publique. Et pour ce faire, que le discours du trône réponde aux besoins du Québec, réponde aux besoins en temps de santé, par exemple. Ça fait des années que le déséquilibre existe au niveau du financement pour les différentes provinces en ce qui a trait à la santé. Le NPD a été plutôt ambigu à savoir ce qu'il allait faire avec le discours du trône. À un moment donné, il dit c'est pas le discours du trône. M. Singh a dit c'est pas le discours du trône qui est important, ça va être le budget qui va venir. Mais comptez pas sur nous pour voter pour le discours du trône. Qu'est-ce que ça prendrait pour le NPD pour faire en sorte qu'il se rallie au gouvernement dans ce discours du trône?
Oui, je crois que M. Singh a déjà mis de l'avant ses priorités du financement pour les garderies. De garde. Oui, exactement, pour que les parents qui veulent retourner au travail puissent avoir un endroit où placer leurs enfants. Abordable de qualité, l'assurance médicaments, une réforme de l'assurance emploi ou du moins un programme de soutien aux revenus qui remplacerait éventuellement la PCU parce que les gens, il y a peut-être une petite accalmie pendant l'été, mais on voit très bien que la deuxième vague recommence, on ne connaît pas l'ampleur. Et puis, les gens auront besoin d'aide financièrement. Et donc, ça va être ça, je crois que M. Singh va regarder. Je ne crois pas qu'il va y avoir d'élection cet automne. Je pense plus que le discours du trône, c'est plus le début de la campagne électorale qui, à mon avis, aura lieu plus en 2021. Et vous avez parlé du budget. M. Singh a parlé du budget. Je pense qu'entre le discours du trône et le budget, c'est là que le positionnement politique de chacun des partis va compter. Ce ne sera pas au discours du trône de cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Sheila? Est-ce que le vrai rendez-vous de M. Trudeau, ça pourrait justement être ce qui va nous amener au budget plutôt que le discours du trône de ce mercredi? Ben, ça dépend beaucoup de la qualité des débats. Et comme on dit, on a deux chefs qui ne sont pas présents. Ça fait que ce serait vraiment difficile de déclencher les élections dans une période où deux des chefs ne peuvent pas faire campagne. Maintenant, en ce qui a trait les commentaires de Richard, c'est la demande de toutes les provinces. Je pense que les citoyens aujourd'hui sont beaucoup plus préoccupés que les provinces. Ils veulent être sauvegardés, ils veulent être connaissants de qu'est-ce que c'est le COVID. Et si on prend l'exemple du app qui a été créé par le gouvernement du Canada, ça s'implique à travers le Canada, mais le Québec refuse de s'en servir de cette app. Ça, c'est une question provinciale fédérale. Oui, ils ont le droit, mais les citoyens aussi ont le droit de se faire informer sur une pandémie comme le COVID. Et ils sont beaucoup plus impliqués qu'auparavant dans leur vie quotidienne parce que ça affecte tous les citoyens du Canada. Alors, il y a un changement de vie dans est-ce que ce serait bien que nous uniformisons ou que nous travaillons dans la collectivité nationale ou qu'on fasse juste donner les argents aux provinces pour qu'ils puissent chacun travailler dans leur petit coin. Marc-André, on a beaucoup dit que les conservateurs allaient voter contre le discours du trône. M. O'Toole allait se positionner comme l'opposition officielle. Est-ce que c'est ce que vous lui conseilleriez? Oui, je pense que pour M. O'Toole, de commencer comme chef et d'appuyer M. Trudeau, ce serait mal vu. Donc, pour sa base électorale, je pense que c'est la bonne chose à faire de voter contre. Mais je pense que M. O'Toole n'a pas le goût, n'a pas d'intérêt d'aller en élection. Et comme disaient mes collègues tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait d'élection cet automne. Mais M. Trudeau a quand même, du fait qu'il a prorogé la Chambre et qu'il a lui-même décidé de faire un discours du trône, il doit livrer un peu la marchandise. M. Trudeau a levé les attentes après le départ de M. Morneau. Ça allait être ambitieux. On a vu que la semaine passée, que là, les ministres, M. Trudeau revenait un peu plus à cette deuxième vague-là, qui est proche, qui nous pend au bout du nez. Donc, ça va être très intéressant de voir mercredi comment M. Trudeau va jouer l'équilibre entre, oui, la pandémie et, oui, là, cette idée-là de faire mieux, de refaire le Canada que M. Trudeau avait évoqué suite au départ de M. Morneau. Et donc, c'est un équilibre qui est fin. Et oui, ça peut être le début d'une campagne électorale, mais les Canadiens, je pense, vont s'attendre de voir si M. Trudeau est très connecté avec la réalité qui est devant nous actuellement. Compte tenu qu'il y a des élections au Québec et en Ontario en 2022, est-ce que ça vous semble plus probable qu'on ait des élections fédérales en 2021? Tout le monde a l'air un peu de s'entendre là-dessus. À mon avis, c'est là qu'on va probablement les retrouver parce que le NPD, à ce que je sache financièrement, n'est pas prêt à aller en campagne tout de suite. Et d'un autre côté, les libéraux, je ne crois pas qu'ils sont prêts à aller en campagne. De toute façon, c'est le discours de M. Trudeau. On verra bien s'il ne veut pas se faire tomber. Il va parler de façon à répondre à des besoins que les provinces lui font bien sentir. Et qu'on me dise que le fédéral font telle chose, le Québec le font moins, etc. C'est pas là le point. Le point, c'est que il y a un déséquilibre fiscal au niveau du transfert de la santé depuis si longtemps. Écoutez, moi, j'ai fait la dernière campagne en 2011, c'était encore là ce débat-là. Donc, à un moment donné, il faut utiliser les moments forts de la réalité canadienne pour que les provinces qui sont responsables de la santé pour l'ensemble de leurs commettants, c'est eux qui ont cette responsabilité constitutionnelle-là, que le fédéral fait sa juste part et transfère aux provinces
ce qui leur revient de droit depuis si longtemps. Est-ce que je peux insister? Oui, parce qu'on n'a jamais dit que le fédéral ne travaille pas avec les provinces. Mais quand on fait des choses, par exemple, l'application pour tous les citoyens du Canada de savoir si oui ou non ils étaient près de COVID, ça, c'est disponible gratis à tout le monde. C'est les provinces qui ont été responsables des maisons pour personnes âgées. Et c'est eux qui ont demandé l'armée du Canada à venir parce que c'était tellement mal géré qu'il y a des centaines de personnes qui sont mortes dans ces établissements-là qui n'ont pas été bien gérés. Alors, on ne peut pas dire « donnez-nous de l'argent » sans avoir une vision plus large de comment est-ce qu'on peut, par exemple, nous assurer que les maisons pour personnes âgées soient vraiment en bonne santé et qu'il y a quand même un partage entre les provinces avec les connaissances que nous vivons tous sur cette période de COVID. Farouk, le mot de la fin. Il nous reste plus le temps, quasiment plus le temps, Sheila. Je dois laisser le temps, le mot de la fin, en fait, à Farouk là-dessus. Oui, on est peut-être en 2020, mais j'avais l'air d'être en 1998 en train de débattre avec Mme Cox et M. Nadeau sur les champs de compétences. On est passé à autre chose en 2020. Mais sur le discours du trône, je crois que pour les partis politiques, parler de ce qui importe chez les gens, c'est la pandémie, l'enjeu numéro 1. Parlez pas d'élections, parlez des gens, puis ça va bien aller, puis on se retrouvera l'année prochaine, puis on se battra pour les élections. Ouais, mais pour l'instant, occupons-nous du monde. L'importance d'être collé sur les préoccupations des Canadiens, les vraies préoccupations dans le temps de pandémie. Farouk, Marc-André, Sheila et Richard, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci. Au revoir. Et avant de vous laisser, un hommage à l'ancien premier ministre canadien John Turner qui s'est éteint vendredi à l'âge de 91 ans. Son mandat à titre de premier ministre a été l'un des plus courts de l'histoire canadienne. Premier ministre libéral de juin à septembre 1984, John Turner ne sera demeuré que 79 jours à la tête du pays avant de perdre les élections en faveur de Brian Mulroney. John Turner a notamment été ministre de la Justice dans le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau. Il a piloté des dossiers controversés, dont le projet de loi Omnibus qui a décriminalisé, entre autres, l'homosexualité et la loi sur les mesures de guerre au mois d'octobre 1970. Le chef libéral a laissé surtout sa marque lors du débat sur le libre-échange, une idée à laquelle il s'était farouchement opposé. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 21 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Un mot en terminant pour vous rappeler notre couverture spéciale du discours du trône ce mercredi 23 septembre. Je serai à l'antenne à compter de 12h30, suivi par mon collègue Peter Van Dusen. Voilà, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.